Bonjour à tous, c'est dimanche, on est avec les geeks du dimanche, enfin vous êtes avec les geeks du dimanche. Loïc, Ness, Salut. Mickaël, vous êtes prêts? Ouais, ça va. Non, Ok. arrête. Ok, BB King, à toi. Alors, aujourd'hui, je vous présente Next Wave de Ellis et Immonen. Alors, Ellis, bien connu pour avoir bossé sur Planetary, sur Authority, enfin bon, et inutile de le présenter. Et Immonen, il a bossé sur Ultimate Spider-Man. Donc, un duo de qualité. Et Next Wave, c'est quoi? C'est tout aussi délirant que Authority, c'est complètement foutraque. Ça reprend ça serait un mélange entre Authority et les Vengeurs des Grands Lacs, tu vois. Des personnages de deuxième zone qu'on met en avant et qui ont des rapports complètement déglingués, ils sont complètement dysfonctionnels. C'est assez jouissif à lire. Et donc, ces personnages-là, il va y avoir le Captain. Donc, c'est Captain suivi de croix, 5 étoiles, c'est un gros mot, quoi. Et il parle de l'origine de son nom et il dit, ouais, comment t'as trouvé ton nom? Bah, une fois, je suis tombé face à Captain America, il m'a dit, ouais, tu t'appelles comment? Je lui ai dit, je m'appelle Captain. Et là, il m'a mis une dérouillée. D'accord. Donc c'est dans un univers de super-héros, du coup. Oui, Ouais. tout à fait, c'est dans l'univers Marvel habituel. Au début, ils cherchaient d'autres noms, mais ils étaient tous déjà pris. Ils voulaient s'appeler le Captain, mais un gars de l'armée était déjà le Captain aussi. Ouais, il a pas mal galéré. Les autres personnages, ça va être Machine Man, mais c'est une version de Machine Man complètement déglinguée, qui tient plus de HAL 9000 dans 2001 Odyssée de l'espace, qui a plutôt qui aime pas trop les humains. Voilà, pour lui, il les appelle Fleshy One. le Fleshy One, chair humaine, tu vois. Et il est très caustique vis-à-vis de tous les êtres humains. Et tu sens qu'il est dédaigneux et limite, s'il y a un humain qui meurt pendant l'émission, c'est pas grave pour lui, tu vois. Et les autres personnages sont pas mal aussi. Donc le Captain, on peut le retrouver aussi récemment dans un épisode de Nova, il est passé. Il fait un petit séjour, toujours aussi grognon et toujours aussi... si c'est pas moi qui sauve, il y aura bien quelqu'un d'autre qui va se bouger pour le faire. C'est des super-héros qui font du bien quand même. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont un peu forcés, quoi. Ils sont obligés. Ouais. Ils sont poursuivis, je crois, par une version parodique du Shield qui s'appelle le Hate. Le hate, ouais. Et sinon, un autre personnage, c'est Bloodstone, c'est la fille d'un chasseur de monstres qui s'appelait Bloodstone. Je vous ai retrouvé le volume français des années 80. Ça fait 13 années 80, effectivement. Oui, ça c'est 13 années 80. C'est un peu chelou. Donc ce héros-là est parti dans les limbes. Donc là, ils ont ranimé le héros en présentant sa fille, l'héroïne. Enfin, après, ça joue un peu avec les codes du genre c'est la fille du héros, tu vois. Voilà, ça joue avec un peu tous les codes du genre, d'ailleurs. À un moment, le premier épisode, ils affrontent Fin Fang Pung et toute la réflexion, c'est sur son slip violet. Enfin, voilà, c'est un dinosaure. Tu vas me le prêter, ton truc, je pense. C'est vraiment fandard. Je vous le conseille. Next Wave, deux petits volumes en français, vraiment un régal. Je peux dire, il se moque aussi beaucoup de ses propres séries. Il y a des références au vaisseau de Authority avec le vaisseau de des méta-références. Exactement, ouais. C'est très 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 drôle. Et Michael, tu me disais que... Michael, tu me disais que dans la version anglaise Deluxe, il y avait le... Dans la version US, il y a la tablature à la guitare pour jouer le générique, avec les paroles. Next Wave de Ellis et Immonen. Cool. Donc, Ensuite. Next Wave. Next Wave va parler de Beach Planet. Pourquoi tu rigoles? C'est pas à la plage, j'imagine. Non, c'est pas Beach, c'est Beach. Donc c'est un comics qui est sorti chez Glénat. Pour l'instant, il y a 2 volumes. Un l'année dernière et un en 2016 et un en 2017. Donc écrit par Kelly Sue DeConnick. C'est comme ça, je sais pas trop au niveau prononciation, qui a fait Pretty Deadly, qui est apparemment super connu aussi. Ouais. C'est un truc qui se passe en western avec des nanas aussi. Et Valentine Delandro au dessin. Donc une meuf et un mec. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte un univers, on sait pas trop quand. Là, d'après ce que j'ai compris, c'est après 2018, mais je suis pas sûre quand. Où les hommes ont pris le pouvoir. La société est patriarcale, les hommes qui sont en haut, on les appelle les pères, et ça s'appelle le nouveau patriarcat. Ces hommes décident de tout, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, parce que ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que les nanas qui s'en prennent plein la gueule, les mecs aussi, s'ils sont pas dans le rang, ils peuvent avoir des problèmes.
Mais les nanas s'en prennent vraiment plein la gueule si elles ne sont pas conformes à ce qu'elles devraient être. Et ce qu'elles devraient être, c'est ce que les mecs voudraient qu'elles soient. Donc, il y a un petit résumé à la fin qui t'explique si t'es trop grosse, trop blonde, pas assez blonde, trop noire, gentille ou pas, ou trop gentille ou pas assez gentille. C'est le recrutement de Fight Club, quoi. En fait, la conformité n'existe même pas réellement. C'est quoi être une nana conforme, en fait? C'est être comment les mecs voudraient ou te verraient selon le fantasme d'un mec, en fait. Et finalement, si on va là-dessus, toutes les nanas devraient être non conformes. Donc ces nanas qui sont non conformes, parce qu'il y en a une qui est trop grosse, il y en a une, ils l'ont enlevée là-bas parce que son mari voulait une femme plus jeune. C'est un peu n'importe quoi au niveau des critères. Se retrouve sur une planète qui s'appelle Beach Planet, qui s'appelle pas Beach Planet à la base, hein, ça s'appelle Établissement Auxiliaire de Conformité. Pour être remises dans le moule, mais bon, on sait très bien qu'elles seront jamais remises dans le moule et qu'elles vont crever là-bas. Donc c'est une espèce d'énorme prison. Et on suit une nana qui s'appelle Cam, qui est une Renoir en mode un peu blaxploitation avec une grosse afro. C'est elle sur la couverture. Enfin, la couverture est géniale. Bon, là, on la verra après. Donc en mode un peu blaxploitation années 70. À l'intérieur aussi, il y a pas mal de visuels un peu style années 70, d'autres plus années 60, j'en parlerai plus tard. Et donc cette nana qui est une ancienne sportive se fait recruter par des gens sur Terre pour participer, former une équipe et participer à un jeu. Donc ça, il y a Beach Planet d'un côté, et de l'autre, il y a la Terre. Et il y a un jeu, une sorte de jeu du cirque, en fait, qui passe à la télé et qui doit faire énormément d'audience. C'est un peu présenté comme un jeu pour, oui, vraiment comme les jeux romains, pour maintenir le peuple, en fait, que le peuple soit content en regardant des jeux, youpi, et qui ferme sa gueule, quoi. Et pour remonter l'audience, parce qu'ils sont en train d'en perdre, ils se disent « Ah, tiens, on va prendre des nanas de Beach Planet, des criminels, les ramener là. » Et le principe, c'est 2 équipes. Le nombre de personnes... En principe, il n'y a que des gars en plus. Il n'y a que des mecs qui jouent dans ce truc-là. Et là, c'est la première fois qu'il y aura des nanas. Ces 2 équipes qui ont une balle de 5,5 kilos et qui doivent l'emmener dans le but adverse. Et le nombre de personnes dans une équipe est illimité à partir du moment où ils doivent faire tous 900 kilos ensemble. Voilà. C'est un peu bizarre comme concept. Donc, tu suis un peu ces nanas en prison. Donc, il y a tout le délire de la prison. À un moment donné, il y a écrit en titre on va voir la scène de douche, la scène de base, tu vois. On voit un petit peu leur histoire, pourquoi elles sont là. Et en fait, c'est des meufs assez badass. Il y en a plusieurs, dont je me rappelle plus trop le nom, qui se retrouvent, qui décident de suivre en fait ce délire, même si à la base elles veulent pas trop, mais bon, elles se disent que peut-être elles vont avoir leur liberté. Mais en même temps, elles ont un plan, c'est-à-dire de foutre la merde, à mon avis, d'essayer de s'enfuir et peut-être tuer des gens, je sais pas trop. Et donc c'est une BD féministe, évidemment, ça s'entend, qui critique un peu aussi la société actuelle, hein, finalement. Ça se passe dans le futur et c'est de la science-fiction, mais c'est quand même, on va dire, poussé au paroxysme. Mais bon, c'est un miroir un petit peu de notre société, avec des nanas super badass. Et en plus, c'est vraiment drôle. À l'intérieur, il y a, au début de chaque chapitre, des extraits de journaux, avec un style très, très années 60, avec des genres, il y a tout et n'importe quoi, des petites annonces d'un mec qui cherche une nana chaude. C'est une nana qui créerait ça, je pense elle irait direct sur Beach Planet. Comment hypnotiser sa rivale pour qu'elle parle de façon féministe et cite du Simone de Beauvoir pour que le mec que tu veux te taper la largue et que tu puisses aller à... Tu vois, parce que si elle est féministe, hein, le mec il va plus vouloir d'elle. Comment acheter des vers, des parasites pour maigrir, parce qu'il faut être belle et maigre, etc. Donc c'est assez... Il y a beaucoup de dérision, c'est assez drôle et il y a de l'action. Et voilà, donc je vous conseille Beach Planet chez Glénat. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un jeu de rôle, donc un jeu de rôle, pas un jeu de rôle. Néphilim. Pardon. Je sors un peu de ma poche. Tu veux dire que c'est drôle ou que c'est un jeu? C'est un jeu de rôle. Alors, je vais vous faire un petit récap
un peu sur ce qu'est Nephilim et ce qui est rapidement un jeu de rôle, parce que je ne sais pas si jamais on a la chance d'avoir des gens jeunes, ils ne savent peut-être pas ce que c'est. C'est un jeu de rôle papier. Donc, le principe d'un jeu de rôle, c'est simple. Un groupe de gens qui s'entendent bien se réunissent, décident de sortir des fiches de personnages et de vivre une aventure. Un peu comme le début de Strange Things. C'est ça. Un peu comme le début de Stranger Things, c'est exactement ça. Et il y en a un qui est plutôt sympa et qui a envie de bosser pour les autres et qui fait ce qu'on appelle le maître de jeu et qui donc mettra en scène l'aventure pendant que les autres pourront jouer leur personnage. Donc, c'est le principe du jeu de rôle. Alors, pourquoi je vous parle de Nephilim ? Parce que déjà, c'est pas Donjons et Dragons, donc c'est pas forcément très connu. Ensuite, c'est un jeu de rôle français, Cocorico. Et c'est un jeu de rôle qui est vraiment très, 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 très prenant et très beau, très, très joli à jouer. Il y a un côté assez poétique qui est très surprenant. Et il se considère comme le jeu de rôle de l'occulte contemporain. On verra un peu plus tard pourquoi. C'est la 4e édition de ce jeu. C'est un petit peu une édition anniversaire. Le jeu avait 20 ans il n'y a pas longtemps. Et c'était édité par Multisim, qui à l'époque était une des rares grosses boîtes de jeux de rôle, et en plus française. Alors dans les films, qu'est-ce qu'on fait ? On joue des forces, des sortes de forces composées d'éléments qui s'incarnent dans des êtres humains et qui le font depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années, et dont le but est essentiellement de chercher de la connaissance ou de retrouver les souvenirs qu'ils ont perdus, et peut-être de mener à bien une sorte de grand plan, et aussi de survivre, puisque les humains qui ont entendu parler d'eux ne les voient pas d'un bon œil, et donc cherchent à s'en prendre à eux. Donc c'est un jeu comme ça où on essaie de construire, de trouver de la connaissance plutôt que du pouvoir, et c'est pas mal foutu. La mécanique, outre la mécanique de jeu de rôle où on dit ce qu'on fait et on nous donne les conséquences, se base sur les principes de dés, bien évidemment. Où d'abord, on va essayer de sélectionner un petit peu le type de Nephilim qu'on veut jouer, parce que même si tous possèdent plein d'éléments, qui sont généralement le feu, l'eau, l'air, la terre et la lune, je ne sais pas pourquoi, si tous qu'on possède tous les éléments, chacun a un élément dominant. Donc ça va un peu définir le personnage, ça va donner un peu le type de pouvoir qu'il pourra utiliser, qu'ils appellent des sciences occultes. Donc qui vont être la magie, la cabale ou l'alchimie, qui permettent de modifier l'environnement, de pactiser avec des créatures qui viennent de mondes différents pour après les appeler, ou de créer des poudres et des potions. Et puis là-dessus, donc on va faire avancer son personnage, rencontrer d'autres Nephilim et des humains, et il va y avoir tout un côté assez intéressant, parce qu'il faut comprendre que dans Neph, c'est ça un peu la beauté du jeu, c'est-à-dire qu'on s'incarne dans quelqu'un qui n'était pas forcément pour ou rien. Tout d'un coup, voilà, je suis en train de faire une émission YouTube et hop, il y a une force parasite qui prend possession de moi. Et la question, ça va être très vite, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je maintiens les connexions humaines du corps dans lequel je suis ? Est-ce que je les abandonne pour partir à l'aventure Et la personne qui se fait elle truquer, disparaît. là. Elle fait ce qu'on appelle passer en ombre, c'est-à-dire qu'elle a l'impression de dormir tout le temps. C'est très sympa. C'est pas très sympa, ça prend le pouvoir. Et donc il y a ce côté, il y a ces premières questions elle se fait enfilimer, on dit. Exactement. Il y a ces premières questions un peu morales qui sont intéressantes, qui débouchent très vite sur comment je considère les humains, étant donné que je joue une créature qui est là depuis des milliers et des milliers d'années, depuis l'époque des dinosaures. T'es un peu supérieur, quoi. Exactement. Et puis je pratique ce qu'ils appellent les sciences occultes, de la magie. Il faut savoir que dans Neph, seuls les Nephilim voient la magie, donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il peut arriver des choses à des gens, à des humains victimes de magie, ils ne le savent pas. Et voilà, le revers de bâton, le revers de la médaille, c'est que les Neph sont poursuivis par des sociétés occultes humaines qui les traquent, essaient de prendre leur pouvoir, essaient de les mettre en esclavage ou juste de les détruire parce qu'ils ont peur d'eux. Donc on joue un peu des dieux sur Terre. Ce qui est intéressant, c'est que quand on construit son Neph, on construit un peu toute son histoire, des incarnations passées. Donc on a pu être un chevalier du roi Arthur, un pharaon, un révolutionnaire. On a pu avoir plein de vies et on tire des connaissances de ces vies. Mmh. Maintenant, il y a quelques soucis. Déjà, le premier, c'est que c'est un jeu de rôle. Donc il faut accepter de se taper 200 pages de règles. Donc ça, c'est pas forcément facile. Ça, si on est le maître de jeu. Si on est le maître de jeu. Ensuite, il faut savoir que autant le bouquin est plutôt joli, autant il est très très mal organisé, mais je veux dire, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que les informations sont complètement éparpillées, sans aucun réel sens logique. C'est extrêmement difficile d'apprendre à y jouer si quelqu'un vous y a pas introduit, parce que le bouquin est pas user-friendly, quoi. C'est clair, il est pas facile à lire parce qu'il est mal organisé. C'est un peu la malédiction des jeux Nephilim, parce que celui d'avant était bien organisé, mais la mise en page était tellement atroce qu'on pouvait pas comprendre les informations qu'on lisait. Donc ça, c'est horrible.
Et ensuite, il y a énormément d'informations. C'est un jeu qui a 20 ans. Donc, il y a les histoires des Néphilim, les éléments. Il faut compter les éphémérides sur le calendrier. Le système, la mécanique du dé n'est pas très permissive. Il y a beaucoup de choses. Il y a les sociétés occultes. Il y a des organisations basées sur les arcanes du tarot. Il y a des milliers d'années d'histoires secrètes à comprendre, à prendre en compte. C'est comme Marvel, il y a 20 ans de continuité. C'est exactement ça, mais en plus avec un vocabulaire un peu de l'occulte et un petit peu soutenu, quoi. Mais tu veux dire que c'est un jeu qui a des add-ons depuis 20 ans dedans? Alors, il y a des add-ons, et puis surtout, c'est un jeu qui part du principe que on connaît tout un tas de choses déjà. On sait qui était Crowley, on connaît les légendes Greg Parker, on est balèze en Prométhée, enfin bref. Donc, c'est pas... voilà. Est-ce que tu es balèze en Prométhée? Exactement, on sait ce qu'est un Athanor, etc. C'est un jeu qui nous prend pas du tout par la main. Donc ça, c'est très dommage, parce que, encore une fois, c'est un jeu qui est vraiment très très joli, où on voyage, où on voit des univers un peu oniriques basés sur des légendes, sur l'imaginaire collectif. On apprend, on joue des incarnations passées, on peut jouer à n'importe quelle époque. C'est très très beau si on fait l'effort de rentrer dedans. Ça permet de belles aventures. Mais c'est pas facile, il y a un mur à passer. Voilà. D'accord. Donc Néphilim, avant chez Multisim, maintenant chez les éditions du Seuil, où je vais dire n'importe quoi, je corrigerai. Ouais, c'est derrière, ils ont repris le même nom, The Sims Team. Bref. C'est la dernière version. On peut jouer avec, on n'a pas besoin de plus, si ce n'est des amis et puis des dés. Voilà. Allez chercher des amis. Allez chercher des amis. Jetez pas vos amis et allez chercher des dés. Qui ont envie de lire les règles. Exactement. Donc, voilà. Voilà, c'est fini. C'était Geek du dimanche. Bon dimanche, c'est mon dimanche. Un peu à la Jacques Martin. Et à la prochaine. Ciao. Live long and prosper.